Bonsoir à toutes et à tous. Et si l'on se parlait ce soir ensemble de ce qui vous touche, perturbe votre vie, vous empêche parfois de dormir et même vous isole, le 3921 est à votre écoute. Quentin et Corentin accueillent vos appels et la libre antenne autorise même ceux qui écoutent cette émission d'intervenir en direct via des SMS au 7 39 21. Vous le savez, les auditeurs réagissent, vous prodiguent leurs conseils, leurs encouragements, leur bienveillance. Ils confrontent souvent même leurs propres expériences et nous les en remercions. Si vous souhaitez intervenir par SMS au 7 39 21, n'oubliez pas de faire précéder vos messages du mot nuit. Et puis il y a aussi Europe1.fr, rubrique libre antenne, vous pouvez également nous écrire et réagir. Ce soir, c'est de nouveau Valentine Gelin qui réalise cette émission. Europe 1, Roland Pérez. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour ouvrir cette libre antenne. J'ai été interpellé par votre fiche et votre problème. Vous pouvez nous en parler ? Oui. En fait, je viens de rompre avec une femme formidable et je suis en train de me demander. Je suis un peu perdu parce que c'est pour une raison qui me paraît un peu. Je ne sais pas si c'est vraiment valable parce qu'en fait, j'étais pas épanoui sexuellement. Pourtant, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Disons que quand on s'est rencontrés, c'était une jeune femme qui n'avait pas beaucoup d'expérience en fait, par rapport à moi qui a eu beaucoup plus d'expérience, et donc je savais dès le départ que c'était pas très sur ce plan-là très épanouissant. Donc au niveau spirituel, intellectuel, ça passait plutôt bien. Et puis au fil du temps, il y a eu des améliorations, mais ça n'a jamais vraiment été convenable, parce qu'en fait, je devais prendre d'énormes précautions parce que sinon, ça lui faisait mal. Et donc, à force, moi, du coup, ça me coupait l'envie. Et voilà, on venait à ne plus se faire le toucher. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble, Christophe ? Presque 3 ans, mais bon, 3 ans, moi j'ai 37 ans et c'est la deuxième relation longue que j'ai dans ma vie. Et là aujourd'hui, je me dis, je suis en train de casser ça, alors que pour le reste, ça fonctionnait à peu près. Et elle, de son côté, alors évidemment, vous nous disiez au moment des rapports, vous sentiez sa douleur ou le fait qu'elle était peut-être un peu contractée, mais pour autant, elle se refusait pas. Elle ne se refusait pas aux relations, non. Non, elle ne se refusait pas, non. Mais disons que c'était tout le temps, il fallait que je prenne d'énormes précautions et que ce soit toujours très très doux. Et vous en avez parlé ensemble ? Vous en avez parlé longuement ensemble ? Et qu'est-ce qu'elle vous disait de ses anciennes relations, justement, sur ce plan-là ? Elle rencontrait le même problème ou c'était propre à votre relation à vous ? Elle voulait pas trop m'en parler parce que déjà, je pense que elle n'avait pas beaucoup d'expérience. Et je sais pas si ça avait été dit sur votre fiche. C'est pas une Française, elle est d'origine asiatique, et on était. Il y avait un petit peut-être des soucis au niveau pour se comprendre à ce niveau-là. C'est pas du tout la même culture. Elle avait une pudeur qui l'empêchait quand même d'évoquer tout cela. Tout à fait. Et moi j'ai été consulté quand même une psychologue. Oui, c'est ce que j'ai demandé. On était sur le point de dire on va peut-être habiter ensemble, peut-être que justement c'est parce qu'on se voit pas assez. C'est vrai qu'on ne pouvait pas se voir souvent parce que on n'habitait pas ensemble, on n'avait pas les mêmes horaires de travail. Et la psy m'a été conseillée parce qu'elle m'a dit qu'il fallait d'abord qu'on règle, si c'est possible de régler ce problème avant, parce qu'après la rupture pourrait être plus douloureuse encore. Oui. Donc, et vous n'avez pas plutôt consulté un sexologue tous les deux, ou un gynéco-sexologue? Si, c'était un psychologue orienté sexologue, en fait, une femme. J'ai aussi été voir une coach. Mais un médecin, quand je dis un sexologue médecin, vous n'avez pas été voir ensemble un sexologue médecin?
qui aurait pu vous éclairer, enfin ensemble, ou elle aurait pu y aller seule aussi, mais si dans sa culture, comme vous le disiez, il y avait une forme de pudeur qui l'empêchait à la fois de consulter ou d'en discuter librement avec vous, peut-être que vous auriez pu faire cette démarche ensemble, parce que ce que je retiens quand même de ce que vous nous dites, c'est que vous aviez sur tous les autres plans découvertes culturelles et puis enfin sur tous les autres plans vous aviez une vraie complicité, une vraie entente. Oui, plutôt, oui. Et puis, mais bon, disons qu'à force, moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à la tromper, quoi, hein, du coup. Et c'était pas satisfaisant, ouais. Je culpabilisais parce que, je pense que c'est pas vivable de faire ça comme ça toujours en cachette. Donc voilà, je suis un peu. Et vous aviez essayé, alors on va rentrer un peu dans les détails, mais vous aviez essayé, j'imagine, toutes sortes de lubrification, enfin tout ce qui est possible, et ça n'améliorait pas mieux, enfin plus les relations. Non, pas vraiment. Alors bon, moi j'ai une amie qui me dit, j'ai l'impression de te poser une question d'ado, quoi, mais. J'ai une amie qui m'a dit mais peut-être qu'en fait c'est important la taille, peut-être qu'il y a des femmes qui ont un vagin et qui peut recevoir qui est pas adapté à la taille. Oui, enfin je crois pas, je suis pas médecin, mais un vagin c'est un muscle, hein, donc je pense que le muscle après se détend un peu comme un sexe, c'est-à-dire qu'en considération à la fois du désir du désir de l'autre, je pense qu'il se passe quelque chose. Alors ensuite, est-ce qu'il y avait suffisamment de préparation dans votre relation? Est-ce que disons que c'est ça demandait beaucoup de préparation. Ouais. Quand il y avait beaucoup de préparation, ça se passait plutôt bien pour elle. Mais vous, ça vous obsédait un peu. Enfin, quand je dis ça vous obsédait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous aviez tellement peur de lui faire mal que ça vous bloquait. Voilà, parce que si ça durait trop longtemps, c'était pas possible parce que je sentais que ça commençait à lui faire mal et puis du coup après moi j'avais plus envie en fait. Alors ça peut être une mésentente, ça peut être tout simplement une mésentente sexuelle qui n'est pas liée ni à son vagin ni à votre sexe, hein, pour parler assez crûment. Ça peut juste être une mésentente sexuelle, mais en même temps, vous disiez qu'il y avait beaucoup de désir entre vous, mais est-ce qu'il y avait au départ quand même un vrai désir physique de part et d'autre? Je suis pas certain, non. Voilà. Je suis pas certain. C'est peut-être là où il faut... En fait, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, ce qui se passe avec cette femme, j'ai d'abord ouvert mon cœur. Enfin, j'ai entendu dire que, bon, je l'ai pas lu, le livre, Yann de Mars, les femmes de Vénus, mais il paraît qu'en fait, les hommes ont besoin de faire l'amour pour tomber amoureux. Une femme a besoin de tomber amoureuse pour faire l'amour. Et c'est pas aussi simple. Non, c'est pas aussi simple. Enfin, disons que moi, j'ai d'abord ouvert mon cœur à cette personne, en sachant que c'était pas... je me suis dit bon, ça c'est secondaire, sexuel c'est secondaire, ça va venir, c'est sûrement des réglages à faire. Et ça fait 3 ans que je fais des réglages. Alors c'est à la fois ni primordial ni secondaire. C'est en fait une évolution normale d'une relation. Mais est-ce qu'il vous est arrivé dans ces 3 ans d'être avec elle dans des moments de tendresse sans faire quoi que ce soit, dormir avec elle et ça se passait plutôt bien? Est-ce qu'à la suite, par exemple, d'une nuit qui s'était plutôt passée câline mais sans qu'il se passe quoi que ce soit, le lendemain, du coup, la relation était plus facile ou le même problème se posait? Ça restait quand même récurrent. Ouais. Ça restait récurrent. Alors oui, ça peut être dû aussi. Alors après, il aurait fallu que si votre amie partageait les mêmes sentiments que vous, peut-être qu'il lui fallu qu'elle consulte aussi et qu'elle s'ouvre un peu plus, qu'elle s'ouvre verbalement à votre égard, quoi, qu'il y ait plus de communication et que vous puissiez l'accompagner, peut-être effectivement vous et elle, voir un praticien, un sexologue, un médecin éventuellement. Qui aurait pu vous poser les bonnes questions et poser peut-être vous prodiguer des conseils avisés, parce que ce qui est un peu dommage dans votre histoire, c'est que vous avez eu une autre démarche avec elle, vous avez eu une démarche plutôt de découverte, d'attachement, avant d'en arriver à la relation purement sexuelle. Et c'est ce qui est plutôt joli, puisque vous vous êtes attaché à elle, vous êtes tombé amoureux d'elle, et en même temps aujourd'hui vous vous quittez pour quelque chose qui est important. Hein. Je dis franchement que c'est pas anodin. Hein.
Mais alors Pascal nous dit, vous savez que les auditeurs interviennent, je le dis toujours dans mon introduction dans cette émission, et c'est un peu la force de cette émission, de cette libre antenne, c'est que les auditeurs interviennent en direct par le biais de SMS. Et là, Pascal, qui est une habituée d'ailleurs de la libre antenne, et je l'en remercie. Voilà, vous consultez un sexologue, c'est super important. Et d'ailleurs, le sexologue vous dirait que les préliminaires sont très importants, que les lubrifiants, l'utilisation de lubrifiants aussi, les câlins, les caresses, les jeux, c'est important aussi. Et si vraiment tout ça ne marche pas, il faut pas hésiter à voir un sexologue. Une autre question. Pas deux, quoi. Alors vous l'avez pas fait, c'est dommage. On vous pose la question de savoir quel âge à votre. J'y étais seul. Vous y étiez seul, mais c'était pas un sexologue, hein, c'était un psychologue médecin, vous m'avez dit un peu. Mais... C'était une psy qui disait sexologue en même temps. Ouais. C'est mon propre médecin qui m'avait orienté. Peut-être, mais peut-être qu'il lui fallu qu'elle aille elle, parce que vous lui racontiez comment vous viviez les choses, mais je pense que ça aurait été important que vous puissiez le faire ensemble. Alors on nous demande quel âge a votre ami. Vous avez 35 ans, 36 ans, je crois. 37, tous les deux. 37 ans. Oui, et alors le fait qu'elle n'ait pas eu beaucoup d'expérience à 37 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était avec quelqu'un pendant très longtemps ou... Sa première fois c'était à 30 ans, et puis... ça s'est mal passé peut-être? Elle vous en a parlé la première fois? Non, elle m'en parlait pas. Mais et voilà, j'étais le troisième, en fait. Ouais, parce qu'on peut se poser la question, et c'est ce que dit d'ailleurs un auditeur ou une auditrice, nous dit, elle a peut-être connu des violences qui pourraient la bloquer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Elle m'en a jamais parlé, en tout cas. Vous n'avez pas décelé un traumatisme quelconque? Elle est assez libre avec son corps, la nudité, est-ce qu'elle est assez libre ou sa pudeur la relation, non, mais au fil du temps, oui, elle était assez libre. Oui. Mais voilà. Elle avait l'air plus ennuyée que vous, que ça se passe mal, ou c'est vous qui étiez plus ennuyé qu'elle? Est-ce que vous pensez qu'elle... C'était moi. C'était vous. Ennuyé, ouais. Vous pensez qu'elle aurait pu elle aurait pu se contenter d'une relation, plus. Je suis pas certain qu'elle, finalement, oui, je pense qu'elle aurait pu s'en contenter. Je pense qu'elle n'a pas une libido aussi importante que moi, je pense aussi. Et ça, quelque part, ça me dérangeait quand même. Mm-hmm. Oui, disons que moi, j'ai eu une vie assez mouvementée avant de la connaître. Et vous étiez prêt à vous caser, comme on dit, en tout cas à réduire vos exigences. Voilà, j'ai essayé de réduire mes exigences. Ouais. Je m'aperçois que j'y arrive pas. Alors c'est peut-être là. Alors j'imagine il y a peut-être là aussi, Christophe aussi, parce qu'il faut aller voir peut-être de votre côté aussi. Pour vous, c'est important, même si vous avez renié un peu tout cela au moment où vous l'avez rencontré, mais pour vous la relation sexuelle est importante dans un couple et on peut le comprendre. Vous aviez peut-être une vie un peu plus libertine, un peu plus vous rencontriez régulièrement des. C'est ça, oui. Ouais. Et c'est difficile de passer qu'à une seule personne et avec laquelle qui n'a pas la même liberté que celle que vous rencontriez auparavant, qui n'a pas forcément la même attitude, qui n'a pas la même réaction, qu'il faut apprivoiser, parce que c'est important d'apprivoiser l'autre. Alors vous avez essayé de le faire probablement, mais si vous voulez, vous avez eu des relations, vous avez toujours, il y a eu toujours un schisme une séparation entre la relation sexuelle et la relation amoureuse. Là, vous avez essayé de mettre les deux ensemble. Et ça marche pas du premier coup, c'est-à-dire que vous attendez quelque chose de plus naturel et de plus automatique. C'est peut-être pas son cas. C'est peut-être pas son cas à elle, qui a une autre histoire, une autre façon d'aborder les choses. Donc, disons que moi, à un moment donné, j'en pouvais plus, quoi. J'avais des besoins, quoi. C'est pour ça que je me dis que c'est pas vivable. Ce n'est pas vivable. Alors Pascal nous dit aussi, alors après on rentre dans des détails, elle nous dit peut-être que votre amie n'était pas vaginale. Donc ça veut dire qu'elle était peut-être plutôt portée vers plutôt clitoridienne, je crois que c'est comme ça qu'on dit.
Oui, 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 je pense, oui. Voilà, donc Je sais que ça joue aussi, c'est-à-dire qu'il c'est faut. plutôt clitorial. Ouais. Donc c'est après cette excitation, peut-être que des fois son désir était plus important après pour elle. On nous pose la question de savoir, c'est vrai, est-ce que votre amie avait-elle des désirs sexuels, enfin des désirs de sexualité spontanés? Est-ce qu'elle venait vers vous, C'est ça qui m'embêtait aussi, c'est que pas vraiment. Ou alors, j'ai eu l'impression que parfois c'était pour me faire plaisir, quoi. Et c'est ça qui me gênait aussi, j'avais l'impression que c'était pour me faire plaisir. Et oui, elle se sentait, alors c'est ce que nous dit quelqu'un, elle se sentait peut-être incapable de vous satisfaire. Ouais. Et c'est peut-être, vous aviez ce blocage, vous, de vous dire que vous lui faisiez peut-être mal. Elle avait cette impression elle avait cette impression peut-être qu'elle était incapable de vous satisfaire. Elle connaissait votre vie plus libérée avant elle? Oui, j'en ai parlé un peu, ouais. J'en ai parlé un peu. Et vous l'aviez rencontré où? Dans une salle de sport. Et alors, comment elle a pris la séparation quand vous avez décidé de vous séparer? Bah, disons qu'en fait, j'ai essayé je tiens beaucoup à elle et je voulais pas, je voulais qu'elle souffle le moins possible. Donc je me suis arrangé pour faire en sorte qu'elle se rende compte elle aussi qu'il y a un souci et en disant on a rompu, mais en disant que c'est plutôt un accord tous les deux. C'est un peu plus moi, mais c'est quand même un accord. Vous avez été sur un autre terrain pour la quitter. Vous ne lui avez pas parlé de ça. Vous ne lui avez pas dit que ça se passait mal et qu'effectivement. Si, je lui ai quand même parlé de ça aussi. Et elle en convenait? Qu'est-ce qu'elle disait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle disait trop rien, quoi. Mais bon, elle disait que c'est vrai qu'il vaut mieux se séparer maintenant plutôt que de repartir encore pour un an. Et si un an on est encore au même point, on perd notre temps en fait. Donc, écoutez, Christophe, moi je pense que vous avez pris quand même la solution, la bonne solution, parce que c'est important pour vous que sur tous les plans la relation soit épanouie. Si elle ne l'est pas sur ce plan-là, pour vous, quelles qu'en soient les raisons, quel que soit le passé de cette jeune femme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle a vécu sa sexualité avant, vous aussi, il est important que vous puissiez, voilà, que ça puisse fitter, c'est-à-dire que vous puissiez vraiment rencontrer la bonne personne avec laquelle ça puisse marcher, en tout cas au moins j'espère au début, sur tous les plans. Donc vous avez pris mais ça vous tracasse quand même parce que vous êtes quand même dans la culpabilité d'avoir quitté quelqu'un pour laquelle vous aviez des sentiments. J'ai des sentiments très forts pour elle, encore aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, j'essaie de m'occuper l'esprit. J'essaie de lire des bouquins. Là, sur ça? Je sais pas si vous connaissez Paul Ferrini, là, comment créer une relation spirituelle. Parce que vous avez l'impression que oui, mais c'est pas la solution. Non, mais Christophe, c'est pas la solution. Même si vous avez beaucoup de plaisir à faire l'amour, c'est pas la solution de se dire que vous devez renoncer à ce désir ou à votre plaisir ou au plaisir que vous pouvez procurer uniquement parce que vous souhaitez maintenant une relation spirituelle. C'est pas possible. On passe pas de l'un à l'autre. Il faut que vous puissiez trouver une relation complète, une relation épanouissante complète. Elle ne l'était pas visiblement. Vous avez quand même tenu du temps. Vous êtes resté 3 ans avec elle, et visiblement de son côté aussi, ça ne l'était pas, puisque elle avait ses douleurs et elle exigeait beaucoup de douceur, et ce qu'on peut comprendre. Donc de son côté aussi, c'était pas satisfaisant. Un peu trop Brutus peut-être. Je reconnais peut-être. C'est peut-être ma façon de faire. Je sais qui plaît qui a plu à d'autres femmes. Et peut-être qu'il y a des hommes qui sont peut-être plus doux que d'autres, j'en sais rien. Alors, Valet de Cœur nous dit la sexualité rime toujours avec la complicité. Donc, est-ce que vous étiez suffisamment complices ensemble? D'autres, Pascal nous dit c'est vous qui êtes dominant dans votre couple, car dans un couple, ça peut être la femme, l'homme. Un couple sans sexe, c'est sûr que la rupture n'est pas loin. Et donc ça sert à rien de continuer la liaison, c'est ce qu'on disait. Jérôme nous dit est-ce que vous pensiez pas trop à votre plaisir? Peut-être aussi quelque part. Alors j'ai essayé de me calmer un peu, quoi. Mais ça revient quand même au galop, quoi. Donc ouais.
Mais bon, c'est des réflexions que vous pouvez avoir, mais il semblerait que vous étiez, le fait que vous nous appeliez, que vous en parliez, que vous ayez été consulter quelqu'un, c'est que je pense que vous n'étiez pas qu'à votre écoute, vous étiez aussi à l'écoute de l'autre et vous avez essayé de voir comment cela pourrait améliorer les choses. Donc moi, je pense que vous êtes plutôt pas égoïste. Robert nous pose la question, alors peut-être que ça peut avoir une influence, je vous la pose. Il nous dit quelles étaient les origines religieuses de votre compagne. Est-ce que sa croyance religieuse pouvait avoir une influence sur son comportement? Non. Disons qu'on était plutôt... non, là-dessus, tous les deux, il n'y avait pas de religion. Par contre, on s'intéressait plutôt à tout ce qui est un peu genre la loi de l'attraction, etc. C'était un sujet sur lequel on s'entendait plutôt bien. Mais au niveau de la religion, non, il n'y a pas de... Alors, moi, j'ai une suggestion quand même à vous faire, Christophe. Pourquoi vous n'avez pas tenté de garder cette jeune femme comme amie? Puisque vous aviez quand même des points communs. Pourquoi vous n'avez pas... Alors, disons que j'ai l'impression que par la force des choses, j'arrive pas à faire autrement, de toute façon. Parce que en fait, elle est un petit peu isolée là. C'est pas son pays, donc il y a un tas de trucs administratifs que c'est un peu compliqué. Déjà pour un Français, des fois en France, les papiers c'est compliqué. Donc je continue un petit peu de m'occuper de ça pour elle, tout ce qui appel téléphonique pour un tas Donc de vous trucs, êtes resté en relation avec elle, d'accord? Bah oui, je suis incapable de la. D'accord, mais ça c'est pour l'aider. Ça c'est pour l'aider. J'ai bien compris administrativement, mais pourquoi vous ne continuez pas à vous voir sur un plan plus spirituel, plus amical, plus affectueux, partager encore des moments ensemble? C'est possible. Je pense que ça, parce que de là, vous savez, et puis après vous avez votre liberté, mais de là peut naître quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'une confiance, c'est-à-dire que vous avez plus cette pression de vous dire qu'il faut que ça marche, elle de se dire qu'elle doit vous satisfaire et du coup ça la. Mais j'en avais parlé de ça, j'en avais parlé de ça justement, mais elle me disait oui, bon, si un jour moi j'ai quelqu'un et toi t'as quelqu'un, tu crois que ça va être acceptable pour oui, mais pour ce serait bien qu'elle ait quelqu'un peut-être et que vous voyez un peu comment vous réagissez, elle-même et même elle, puisqu'il faut qu'elle ait d'autres expériences pour savoir si ce qui ne marchait pas était propre à votre relation ou si c'est de façon récurrente chez elle, auquel cas peut-être qu'il faudrait qu'elle consulte aussi pour peut-être travailler sur certains blocages. Mais en tout cas, ce serait bien que vous avez eu une certaine transparence dans votre relation, vous êtes découvert et accompagné pendant 3 longues années et puis malheureusement aujourd'hui vous avez dû rompre pour les raisons que vous nous avez expliquées. Mais moi je pense que peut-être que ce serait bien que vous puissiez vraiment rester en relation ensemble et en relation amicale. Une forte relation amicale parce que vous aviez des choses à partager et que vous devriez continuer dans le respect, dans l'écoute. Et puis il y a peut-être des choses qui vont se débloquer parce que tout d'un coup, quand on a cette relation, alors pas tout au début parce qu'au début c'est empreint encore de confusion entre ce qui se passait entre vous sentimentalement et ce qui se passe aujourd'hui amicalement. Mais quand la confusion avec le temps va s'estomper, quand va rester vraiment la force de l'attachement, la franchise des relations que vous pouvez avoir, il est possible que vous puissiez faire naître autre chose entre vous et après peut-être que quelque chose peut revenir, on ne sait pas. Mais au moins, peut-être sur cet autre terrain, vous devriez essayer. En lui disant que vous respectez aujourd'hui sa vie, que si elle est avec quelqu'un, elle est avec quelqu'un, et que vous aussi, mais que vous n'êtes pas obligé forcément de vous raconter si elle n'a pas envie, et vous aussi, vous n'êtes pas obligé d'aller sur ce terrain-là. Et puis quand ça viendra, ça viendra. Laissez-vous partager tout ce que vous partagiez avant, un bon dîner, une sortie, une discussion. Et puis, on ne sait pas ce qui peut se passer. D'un seul coup, les choses peuvent un jour se débloquer parce que vous aurez été sur un autre terrain où il y aura moins d'attentes et moins d'exigences. Moi, mon plus grand souhait, c'est qu'elle soit heureuse. Hein, de toute façon. Ben, c'est super joli, c'est super joli. Même si je suis pas avec elle. Bon, je sais, en plus, moi, c'est quelqu'un d'assez fragile, hein, donc j'ai plus peur pour elle que pour moi, finalement, dans cette histoire, au niveau de la rupture, je suis inquiet pour elle, en fait. C'est plus ça qui me fait un peu cogiter en ce moment, quoi. Enfin, alors, il faut pas être inquiet puisque si vous restez en contact avec elle et que vous l'aidez, vous n'avez pas à être inquiet. Si le principal c'est quand même de continuer à l'aider, de l'écouter, de l'accompagner, vous ne devez pas être inquiet. Vous ne devez pas être inquiet parce que ce qu'elle veut c'est que vous restiez quand même dans sa vie, que vous restiez présent. Voilà, vous êtes quelqu'un de fiable et on le voit.
Donc vous ne devez pas être inquiet, au contraire. Si vous restez près d'elle et avec elle différemment, sans entrer dans cette difficulté que vous avez eue, sans vous heurter tous les deux à cette difficulté que vous avez eue, mettez-la de côté, continuez ensemble à vous voir affectivement, amicalement, et puis vous allez voir. Peut-être que les Je vous choses... remercie. D'accord, Christophe? Ok. Je vous remercie. Bon courage, Christophe. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Roland Pérez. Bonsoir, Daniel. Bonsoir Roland. Je suis très très contente de vous entendre. Je vous écoute et quand j'entends vos déductions, ça m'apporte beaucoup. Et là, j'espère que ce soir, vous allez m'aider à voir clair dans ce marasme dans lequel je me débat. Alors expliquez-nous, Daniel. Eh bien, ça fait 15 ans maintenant que l'on a découvert, je suis atteinte d'une fibromyalgie. Mais elle prend des proportions énormes et dans la région où je demeure, on ne sait plus me soigner. Là, je devrais être depuis 8 jours hospitalisée, mais je ne le veux pas. Je m'explique, les hospitalisations riment à des perfusions avec des produits qui ne sont autres que de la morphine. Et la seule chose qui me reste encore à moi, de mon corps, de mon être vivant, c'est ma tête, mes pensées. Et je ne veux pas, j'en ai déjà eu des doses de morphine comme cela. Et j'étais très affectée dans la journée, je savais plus ce que je faisais. Et comme je vis seule, eh bien, je sais qu'au bout de ce chemin-là, il y aurait un placement que je refuse. Je veux avoir mon autonomie le plus de temps possible. C'est important, vous avez raison, Daniel. Mais les antidouleurs, les simples antidouleurs qu'on vous donne aujourd'hui ne suffisent plus apparemment. Non. Et est-ce que vous avez, alors la fibromyalgie aujourd'hui est une véritable maladie reconnue d'ailleurs, elle est au tableau des... Oui, même pas soignée. Et on a beaucoup de mal, oui, je sais qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à trouver la bonne thérapie parce qu'elle est différente pour chaque malade, le seuil de douleur est différent également pour chaque malade. Alors ce qu'on sait surtout, c'est qu'elle est notamment, on va dire, accélérée, augmentée par le stress. Est-ce que vous vivez un stress? Est-ce que vous avez... Je vis un stress parce que il me reste 2 filles. J'en ai perdu une de 26 ans. J'avais évoqué ce drame avec Caroline et mes deux grandes filles qui ont 51 et 52 ans. Ni la maladie, la fibromyalgie et la polyarthrite que j'ai en même temps, qui me déforme tous les membres, elles pensent que je veux être une personne malade pour que mes filles s'occupent de moi. Or, je suis tout le contraire de ça. J'ai bien compris. C'est vrai, Daniel. Il est vrai, Daniel, que pour beaucoup, pour ceux qui ne sont pas versés dans le médical, pour beaucoup, la fibromyalgie est apparue pendant très longtemps comme une sorte de maladie imaginaire pour les gens parce qu'on n'arrivait pas à détecter véritablement quel était le membre ou l'organe ou le malade. Donc c'est quelque chose qui c'est comme un feu dans son corps, mais on a du mal à en connaître l'origine. Et du coup, comme vous le disiez, il y a très peu de soins. On n'est que par le biais d'antidouleurs. On m'a trop longtemps aussi associé un traitement de dépressif chronique, alors que la dépression, elle est due à la souffrance. Oui, quand je dis, vous savez qu'on nous fait estimer sur une échelle de douleur, sur la grille. Moi, je suis en ce moment à 9 sur 10 et j'ai été diagnostiquée par le professeur Berimbaud de l'hôpital Saint-Antoine qui fait de la recherche et qui est prêt d'aboutir dans un traitement qui soumet à l'organisme de santé. J'ai lu ça il y a 1 mois, donc je suis en attente de le revoir, je dois voir dans 1 mois, mais je dis qu'on n'assimile pas ça
qu'on n'est pas des dépressifs. Je suis quelqu'un qui aime la vie. Oui, mais on le devient. Vous avez tout à fait raison. Et vous avez un discours tout à fait construit, Daniel, hein, parce que vous avez tout à fait raison. C'est la douleur qui vous rend effectivement dépressif, le manque de sommeil, le fait de pas pouvoir dormir parce que vous avez mal, et que c'est terrible. Et ce manque de sommeil aussi rend dépressif, rend l'humeur difficile. Et ça, c'est vrai que les proches ont du mal à saisir cela parce que les proches ne sont pas des médecins. Les proches vous emmènent une fois ou deux fois ou trois fois chez le médecin, et quand le médecin ne détecte pas encore une fois une maladie à la fois connue, qu'on puisse avec un traitement ou une tentative de traitement, on a beau vite de penser que l'autre souffre d'une maladie imaginaire, et c'est ce qui complique un peu les choses. Mais aujourd'hui, il y a deux choses en fait, Daniel. Il y a votre maladie et votre souffrance qu'on entend, et puis il y a vos enfants. Il y a vos enfants qui ne réagissent pas. Le rejet. Le rejet. Ils vous ont déjà accompagné chez un médecin, chez un professeur? Jamais. Voilà. Jamais. Je pense que ce serait important qu'ils puissent. Et votre médecin, vous avez un médecin de famille? Oui. Parce que si vous avez un médecin de famille, il est très humain et on est très proches. Et quand je lui parle justement de cette relation, il me dit mais elle pourrait me contacter, elles ne le font pas. Voilà. Alors lui pourrait peut-être les contacter pour parler, pour leur expliquer, parce que. Je n'ai pas osé formuler cette. Mais il faut, Daniel, il faut que le corps médical, en tout cas de quelqu'un d'avisé, puisse leur parler pour leur faire comprendre que ce n'est pas une maladie imaginaire, que vous n'êtes pas dépressif, que vous ne pleurez pas juste parce que vous êtes en dépression, vous pleurez parce que vous souffrez, et que cette souffrance peut rendre dépressive, effectivement, on peut pas être soumis à un stress permanent, le manque de sommeil, ces douleurs incessantes, personne ne peut être soumis à de tels stress. Donc c'est normal qu'ensuite vous soyez contrainte de prendre un traitement un peu d'anti-stress ou mais là, je viens de leur prouver que j'étais encore dans le combat plus qu'elle ne l'imaginait. Oui, mais c'est peut-être pas à vous. C'est peut-être pas à vous. Oui, vous êtes inscrite, oui. Je me suis inscrite à 73 ans parce que j'ai un petit-fils qui passe son bac dans 1 an. Je me suis inscrite pour obtenir mon bac qu'on ne m'a pas donné alors que j'ai été enseignante il y a des années en arrière, mais c'est génial, dans une institution privée. Ouais. Et je suis inscrite, j'ai reçu mon dossier du CNED. C'est génial, Daniel. Ouais. Pour pouvoir avoir de l'espoir, pour pouvoir. Vous vous projetez dans l'avenir, Mais oui, Daniel, c'est formidable ça. C'est formidable. Alors Pascal, vous savez que les auditeurs interviennent, je le dis à chaque fois, mais moi je reste toujours tellement agréablement surpris des auditeurs et des auditrices qui interviennent. Alors Pascal, elle nous dit, cher Daniel, le dosage de morphine est peut-être pas adapté puisqu'il existe autre chose que la morphine injectable. Vous pouvez m'appeler demain. Donc, elle a donné ses coordonnées, Pascal. Elle a donné ses coordonnées, oui, d'accord. On va vous rappeler demain tranquillement. On va vous donner les coordonnées de Pascal. Elle dit qu'il existe autre chose. Je serais ravie. Alors, voilà. Si Monica nous dit, si vous êtes 9-10, c'est-à-dire dans l'échelle de la douleur, hein, malheureusement, souvent, vous n'avez guère d'autre choix que la morphine. Pourquoi avoir peur de ses effets? Vous serez hospitalisé sous surveillance. Alors oui, vous nous avez expliqué que vous ne voulez pas être dans le col. Oui, je l'ai été à Paris, mais je n'ai plus le droit de mon département à aller à Paris qu'à ma charge, à mes frais. Et par transport, je ne peux même pas prendre le train. Ben oui. J'en suis là. Alors, on nous dit, elle a raison, il faut éviter la morphine. D'ailleurs, morphine s'écrit mort plus fine. C'est un petit jeu de mots d'Alisote. Certains médecins. J'ai fait du grec, alors Certains médecins appliquent d'autres sédatifs efficaces. Donc, vous allez voir avec le professeur dont vous nous parliez tout à l'heure, peut-être pour ces nouveaux sédatifs ou ces nouveaux traitements. Quelqu'un d'autre nous dit, il faut qu'elle vive pour elle d'abord. Vous ne devez pas vivre pour les autres, vous devez vivre pour vous. J'ai toujours vécu en pensant aux autres. Alors, il est temps que vous pensiez un peu à vous, parce que là, il est urgent de penser à vous. Quelqu'un nous dit, cette maladie est horrible. Je suis fibromyalgique. Je comprends cette dame.
Oui. Ces enfants devraient aller consulter avec leur maman. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est important que votre médecin, en qui vous avez confiance, votre médecin de famille, puisse peut-être se fendre d'un appel à une de vos filles en disant, voilà, écoutez, je vais voir régulièrement votre maman me consulte régulièrement, ce dont elle souffre n'est pas une maladie imaginaire, c'est une maladie qui la fait énormément souffrir. Et qu'il puisse leur donner des détails, rappeler que cette maladie existe et qu'elle est d'ailleurs inscrite au tableau de l'Organisation mondiale de la santé. Donc ça veut dire que c'est une maladie qui a été reconnue. Mais en France, c'est la 31e maladie sur la liste qui en comporte 30. Et ce que je voudrais dire aussi, Roland, c'est que malheureusement, moi qui suis une retraitée, je n'arrive plus à boucler mon budget parce qu'elle s'est déremboursée, par exemple. Ce soir, j'ai eu 2 piqûres pour pouvoir passer une petite partie de la nuit à dormir. Ce sont des piqûres anti-inflammatoires. Ce n'est pas remboursé. C'est le scandale de cette maladie. Ah oui, ça c'est pas normal. Malgré le fait qu'elle soit reconnue comme une véritable maladie, vous n'arrivez pas à obtenir un 100% de remboursement. Non. Et vous avez une mutuelle qui prend en charge le différentiel? J'ai une mauvaise mutuelle, mais je ne peux pas en changer. Du fait de la pathologie, je suis obligée de déclarer. On ne me veut nulle part. Avec une fibromyalgie, on ne me veut plus nulle part. Ça veut dire quoi, on vous veut nulle part? Ça veut dire quoi, Daniel? Ça veut dire quoi? Disons que je suis démarchée par d'autres. Ça fait que tous les jours, par téléphone, par Internet, on est démarché. Et dès que je dis, vous pouvez pas mentir. Vous voulez dire vous êtes démarché pour des crédits? Oui, pardon. Pour des crédits. Et oui. Voilà, de toute façon, vous remplacez. Oui. De mutuelle. Oui. On ne me veut pas. Ah, pour le mutuel, pardon. Oui. Voilà, les mutuelles. Oui, pour la mutuelle. Donc ça nous coûte très très cher. Et vos filles ont les moyens de vous aider? Non. Alors Olivier le patrouilleur nous dit, est-ce que vous avez des amis à qui vous confiez, des personnes de confiance? Disons que j'ai toujours été très entourée. Quand je travaillais, j'étais active et tout. Mais le fait, là on m'a imposé, j'ai été dirigée par un rhumatologue sur un chirurgien qui m'a posé il y a 6 mois une prothèse de genou. D'un genou, je ne pouvais plus me tenir dessus. Et l'opération s'est très mal passée. Ah oui, donc. Et depuis, je suis handicapée. Et j'ai abîmé l'autre jambe, de mal marcher. Donc je suis tenue complètement. Et vos filles savent tout ça et n'essayent pas de vous aider ni financièrement ni moralement. Alors on a encore des messages. Encore une fois, on nous dit que vos filles devraient aller avec vous en consultation, mais ça m'a l'air d'être compliqué pour qu'elles entendent parler de votre maladie par le médecin. On nous dit que vous êtes génial, Daniel. Et tout le monde vous encourage pour le bac et trouve ça tous formidable. Et c'est vrai que c'est formidable. Il faut vous accrocher à cette idée. Il faut vous accrocher à cela, Daniel, parce que c'est une formidable expérience et c'est extrêmement enthousiasmant ce que vous faites. Alors on parle de sophrologie aussi, l'homéopathie avec un traitement de fond fonctionne bien. Elle peut demander une aide financière. Alors vous pouvez demander une aide financière au conseil communal de votre commune. Vous pouvez demander, vous pouvez demander une aide financière. Alors tout dépendra de votre retraite. Je suis à 200% parce que j'en ai fait dans le passé, là où j'habitais à 25 km. Et ça vous faisait du bien. Oui. Donc ça c'est important. Alors ça peut-être que vous pouvez demander une aide financière pour pouvoir continuer ce type de traitement. Alors Annie nous dit, j'ai une fibromyalgie, c'est très douloureux et je prends un dérivé morphonique à base d'opium. Ah, c'est possible. C'est Anne d'ailleurs, c'est pas Annie, c'est Anne qui nous dit cela. On nous parle aussi d'hospitalisation à domicile, peut-être, ce qui vous permettrait de pouvoir avoir un traitement à domicile et peut-être vous permettre de rester chez vous tout en étant apaisé au niveau de la douleur. Donc, et c'est bien aussi de parler à un psy. Est-ce que vous avez un psy à qui vous pourriez parler? Disons que j'en avais un. Je pense à vous quand je vous écoute tous les soirs. Les soirs où vous êtes là. Mais il a été muté sur une ville plus importante. Et lui
m'avait dosé pour dormir. Il m'avait donné des doses énormes de somnifères. Et moi, je suis arrivée à en prendre que le quart de ces doses parce que je me suis dit, étant donné que je me rends compte que je me dégrade, je me suis dit, mais jusqu'où je vais aller? Est-ce que je veux protéger? Ça, c'est ma volonté, protéger l'intégrité de ma tête, de mon cerveau. Oui, mais on l'entend, et vous la protégez formidablement bien, Danielle. Donc n'ayez aucune crainte là-dessus. Et oui, mais alors, j'ai très peur de... Non, il faut pas. Il y a plein de solutions. Moi dans un non, Danielle, vous rentrez dans aucun processus puisque vous êtes tout à fait vigilante et c'est très bien. Alors on a rarement eu autant de messages, Danielle, je dois vous le dire. On nous dit qu'il faut penser au centre. Ce sont des gens de cœur. Oui, je vous le confirme. On nous dit qu'il faut penser au centre antidouleur à l'hôpital le plus proche de chez vous. J'y suis allée. Et alors? C'est une catastrophe. Bon, d'accord. Pendant 1 an. J'ai abandonné parce que j'étais obligée de faire des dessins comme à l'école et je pensais qu'on mettait des personnes atteintes de la même pathologie, qu'on nous faisait, au lieu de nous mettre tout le monde dans la salle d'attente, qu'on nous faisait comparer, parler entre nous, échanger, peut-être aussi nous apprendre à nous, quand nos mains nous abandonnent, à nous servir de nos doigts, de nos mains autrement. Mais il n'y avait pas de soutien, d'écoute psychologique, il n'y en avait pas. Donc ça vous a pas convenu. Alors on nous dit autre chose, parce qu'on n'est pas à bout de ressources dans cette libre antenne, chère Danielle. Alors on nous dit que est-ce que vous êtes reconnu adulte handicapé? Oui. Bon, parce que là normalement il y aurait une prise en charge quand vous êtes adulte handicapé à 60%, 80%? 60%, vous savez, il recule de plus en plus. J'ai l'aide à domicile, mais bon, ce sont des gens qui ne connaissent pas la maladie. Je ne semble pas malade. Je m'efforce de maintenir mon appartement propre quand la personne ne vient pas. Et je vais dire qu'à cause de mes traitements payants, je vais être obligée de demander au Conseil général de me réduire mes heures parce que c'est trop onéreux par rapport aux besoins que j'ai. Bien sûr. Et oui, c'est pour ça qu'il faudrait demander au conseil communal cette aide dont vous pourriez peut-être avoir. Alors, on nous dit, Daniel, dans le 65, alors vous n'habitez pas dans le 65, mais ils ont un centre. Non, je suis loin. Alors, dans le 65, nous avons un centre de cure pour la fibromyalgie remboursé à 100%. C'est à Dax, dans les Landes. Oui, ça doit être ça. Ouais. À Dax, je l'ai connu dans le passé, mais c'est pareil, on ne me transportera jamais jusque là-bas. Et vos filles vous amèneront jamais là-bas? Non. Bon. Non. Alors Pascal nous dit de nouveau qu'elle souhaite vous parler, donc ça demain vous pourrez parler avec elle. Tout le monde nous dit, Olivier le patrouilleur de nouveau nous dit que vous avez besoin quand même d'un soutien psychologique pour vous accompagner, parce qu'il faut vraiment que vous puissiez avoir ce soutien psychologique. Alors, vous avez besoin aussi, donc c'est ce que nous dit Olivier le patrouilleur, je regarde juste parce qu'on a encore des messages. Alors, Acupan, vous connaissez ce médicament, l'Acupan, qui est dérivé de la morphine? J'en prends, je l'ai. L'Acupan, c'est ce que je prends en cas de détresse. Il m'arrive, j'en ai pris il y a 2 jours, vous voyez. Oui. Alors, on nous dit qu'à l'hôpital, vous devriez voir l'assistante sociale et ouvrir un dossier, parce que vous pourrez avoir un dossier d'aide et de prise en charge. Donc c'est important que vous puissiez aller voir à l'hôpital. Elle va vous aider. Là, mon prochain rendez-vous au mois de juin à Paris, il faut que j'attende 1 mois. Et je me rends compte que chaque jour, c'est en même temps vous avez le bac à préparer. Donc c'est important que vous puissiez le faire, le préparer. Il faut vraiment que vous donniez un objectif, que vous l'ayez devant vous, ce bac que vous avez envie d'avoir. Alors, quelqu'un nous dit d'autre, salut à tous, cela fait depuis 1994 que je suis suivi en centre de douleur pour la fibro. Une seule solution, c'est la médecine globale. Les médicaments aident, mais sous surveillance étroite d'un psy. Inutile de se perdre dans les médecines douteuses. Donc, on vous parle de médecine globale. Je comprends ce qu'on me dit là. Je comprends. Vous comprenez? Je comprends. Alors là, il faut... Je dis on a l'impression qu'on sert de testeur. Et on ne sait pas où on va. Alors, on nous dit que votre médecin va vous faire une demande de catégorie 3 dans le centre de, vous savez, de l'aide de l'APA, de l'aide que vous pourriez avoir avec 15 personnes.
et faire évaluer votre taux d'invalidité. Voilà, Pascal vous dit tout ça, mais Pascal, vous allez pouvoir lui parler demain. Donc, écoutez, vraiment, Daniel, on a rarement eu autant de messages. Que vous m'avez donné ce soir. Et je pense que vos filles, on nous dit aussi que vos filles devraient peut-être écouter cette émission en podcast. Vous savez, la réécouter, peut-être leur demander d'écouter cette émission si elles le peuvent et votre intervention, qu'elles voient que c'est pas du cinoche, que vous souffrez vraiment et que vous auriez besoin quand même qu'elles se mobilisent pour vous. Vous êtes une femme formidable, Daniel, parce que non seulement vous avez toute votre tête, mais vous avez beaucoup de cœur et vous avez beaucoup d'énergie malgré tout cela, et je vous en félicite parce que c'est très difficile avec ce que vous vivez d'avoir autant d'énergie, et le fait que vous ayez envie à 73 ans, parce qu'on me demande votre âge, à 73 ans dans 15 jours. Bon, eh bien de passer votre bac, c'est formidable, et il faut continuer à parler. L'urgence, c'est vraiment que vous continuiez à parler. D'accord, Daniel, on vous embrasse très fort. Il va être Roland, juste minuit. Merci à tous les auditeurs, et j'attends donc qu'on me rappelle demain. Oui, on va vous donner le téléphone de Pascal. On vous embrasse très fort. Bon courage Daniel, vous n'êtes pas seul, bon courage. Merci pour la belle émission. Bonsoir. Peut-être avez-vous besoin de plusieurs oreilles attentives et bienveillantes. Ça tombe bien, la libre antenne se poursuit jusqu'à 1h du matin et le 3921 est à votre disposition. Quentin et Corentin vous accueillent au standard et vous guident jusqu'à moi. Et lorsque je parlais de plusieurs oreilles attentives et bienveillantes, je faisais référence évidemment aux auditeurs qui se relayent sur notre écran en envoyant des SMS au 7 39 21 et en faisant précéder leur message du mot nuit pour être sûr qu'ils nous parviennent. L'écoute des auditeurs et leur expérience sont confrontés dans cette libre antenne, donc n'hésitez pas à venir vous joindre à tous au 7 39 21 par SMS ou au 39 21 par téléphone. Roland Pérez sur Europe 1. Et nous accueillons Nadine dont je viens de parler tout à l'heure. Nadine sur cette libre antenne. Bonsoir Nadine. Oui, bonsoir. Alors vous souffrez d'un TOC, c'est ce que je disais tout à l'heure, un trouble obsessionnel de comportement lié à l'hygiène. Oui, voilà. Racontez-nous. Disons que c'est surtout sur l'hygiène, mais bon après ça peut être avec une porte que je crains d'avoir mal fermée, une lettre que j'aurais pu tomber dans la rue, enfin il y a plusieurs choses, mais c'est surtout sur l'hygiène surtout, ouais. Et comment ça se traduit au quotidien dans votre vie professionnelle, votre vie sociale ? Alors la vie professionnelle, je travaille pas parce qu'en fait je suis reconnue adulte handicapée. À cause de cela justement ? Oui. D'accord. Oui, parce que bon, c'est tellement important. Et puis bon, après, je pense qu'ils ont compris qu'il n'y avait pas que ça aussi. Qu'il y avait tout ça, tout un tas de choses en amont, on va dire. Et bon, après, le quotidien, c'est assez infernal parce que bon, pendant tout l'hiver, tout l'automne, j'ai pas pu faire du tout mon ménage. Et je sortais même pas mes sacs poubelles. Alors, c'est-à-dire que c'est lié à l'hygiène, mais vous étiez plus obsessionnel de l'hygiène alors ? Ben oui, c'est à pas trop y comprendre en fait, oui, parce que je suis seule, je laisse rentrer vraiment personne chez moi, même vraiment les personnes vraiment les plus proches, et parce que bon, ils savent très bien mes problèmes, et moi je rentre jamais avec les chaussures de l'extérieur. Je rentre toujours. Vous enlevez vos chaussures avant de rentrer. Je rentre jamais, ne serait-ce que un pied à l'intérieur. D'accord. Vous êtes jeune, hein, on va le dire pour nos auditeurs, c'est important. Vous avez 32 ans, je crois, Nadine. Hein, oui, c'est ça.
Et vous souffrez de ces troubles obsessionnels qui sont une véritable maladie. Il faut pas se le cacher. Hein. C'est pas une tare, c'est une maladie. Bon là c'est pareil, c'est un petit peu pareil que la dame que vous avez, que j'avais avant. Je pense que ça a tardé à être reconnu comme une maladie, mais je pense que cette fois-ci c'est bien reconnu quoi. C'est bien reconnu. Non, c'est parfaitement reconnu. Vous souffrez depuis combien de temps de cette maladie? J'ai commencé à changer un petit peu de comportement et à me sentir angoissée et à me sentir mal, mais bon, pas comme maintenant quand même. À partir de 10 ans et demi, 11 ans. Vous ne savez pas quel était le déclic? Ça a commencé dans la toilette. Mais en fait, il faut dire aussi qu'à l'école, j'ai été victime de maltraitance. Et ça a été selon vous le déclic, le déclencheur? Oui, parce que moi j'ai une sœur, ma sœur elle a été victime de maltraitance aussi, mais c'était au collège, mais après à l'école primaire et au lycée ça a très bien marché pour elle. Mais pour moi ça n'a pas du tout été le cas. Ça a commencé à l'école primaire et ça s'est poursuivi jusqu'à la dernière année du BEP. Et je me demande même comment j'ai eu mes examens, parce que franchement je sais pas vraiment. Pour moi, c'était presque un cadeau qu'ils m'ont fait, parce que bon, ils pensaient certainement que oui, j'étais capable. Et puis bon, peut-être qu'après mes professeurs avaient peut-être compris que j'avais des problèmes, mais bon, ils ont dit on va pas la pénaliser à cause de ça. Au contraire, je sais pas. Enfin, je pense. Mais là, quand vous dites que vous avez été, c'était vraiment assez exceptionnel, parce que bon, je pense que quand j'ai passé mes examens, les copies que j'ai rendues, pour moi, c'était pas ça, quoi. Mais et lorsque vous dites vous avez subi des violences, c'était quoi ces violences? En fait, on était comme les autres, hein, mais quand j'y repense, on était bien comme les autres. Mais je veux dire, dans ma famille, on était issus d'une famille agricole. Et c'est vrai qu'on n'était pas forcément habillés à la mode comme tous les autres. On nous laissait pas prendre une douche tous les jours, loin de là. Enfin bon, et puis c'est de là quoi. C'est de là que ils savaient que nos parents étaient agriculteurs, donc ils nous disaient qu'on était sale, qu'on sentait la vache, et puis c'était. D'accord, c'était des violences morales, vous étiez brimé quoi, vous aviez. Voilà, c'était du harcèlement moral. C'était du harcèlement moral, d'accord. Et oui, et vous n'avez pas pu travailler là-dessus quand vous êtes devenu plus adulte, vous n'avez pas pu travailler sur cela, parce que vous connaissez l'origine de ce blocage et de cette évolution en TOC. Vous n'avez pas pu travailler avec un psychologue sur cela? Mais en fait, jusqu'à l'âge de 27 ans, moi, je savais pas que j'avais ça. Pour moi, c'était normal, tous ces comportements. Bon, je voyais bien que j'étais fatiguée et que je galérais, mais bon, j'avais des migraines à l'époque et j'avais une tension qui était assez basse. Donc, je pensais que c'était relié à ça. Et aujourd'hui, quel type de traitement? Vous avez un traitement d'ailleurs? Non, j'en veux pas. Pourquoi? J'avais essayé, parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas rester chez moi. Bon, maintenant, je peux rester chez moi, tant bien que mal. Et j'avais essayé d'avoir un traitement pour pouvoir rester chez moi. Et ça s'était très, très mal passé. Mon psychiatre m'avait prescrit la dépakine. Et pourtant, je suivais bien les doses qu'il m'avait dites, hein, qu'il m'avait recommandées. Mais j'étais vraiment très, très mal. Alors bon, ça s'est très mal passé, en fait, parce que j'avais plus de jambes. Je sentais plus mes jambes et j'étais vraiment épuisée. En ville, il fallait que je m'arrête tous les 100 mètres sur un banc pour m'asseoir. Je pouvais même pas porter mes courses parce que c'était trop. J'avais presque plus de force. Enfin, j'étais vraiment diminuée. Et puis j'étais triste. J'étais vraiment, vraiment triste. Je me sentais changée, comme si ma personnalité avait changé. Enfin, et c'est pour ça que de moi-même j'ai arrêté, parce que je me suis dit qu'il ne fallait pas continuer comme ça. Non, c'était visiblement pas le bon traitement, mais
Mais en même temps, il faut quand même que vous puissiez être accompagné dans ce comportement, parce que ce comportement vous rend forcément un peu asocial, vous isole, vous permet pas de recevoir ni d'aller chez les autres, j'imagine. Ben moi je peux aller chez les autres, bon, mais s'ils me disent de tirer les chaussures, moi je vais dire c'est pas le problème, mais bon en principe les mais gens vous mangez dans les assiettes qu'on vous donne, vous buvez dans le verre qu'on vous oui, offre. Oui, mais alors si je rentre chez quelqu'un, il faut que je sais que ce soit des gens propres, quoi, enfin, qu'il n'y ait pas de problème là-dessus, parce que je ne rentrerai pas chez quelqu'un chez qui j'aurais vraiment un doute. Et puis bon, alors, je rentre pas chez personne en fait, parce que j'ai déménagé, et puis là où je suis, je connais personne, et bon, il n'y a pas de problème, quoi. Mais bon, c'est vrai que dans la ville où j'étais avant, non, mais je fréquentais pas vraiment beaucoup. Vous avez un petit ami, après, Nadine? Je suis rentrée chez quelqu'un, il fallait que ça soit, il fallait vraiment que j'ai confiance, parce que Nadine, le moindre doute, non. Vous avez un petit ami, Nadine? Non. Non, j'ai pas de petit ami, mais par contre, j'ai quelqu'un sur qui je peux vraiment compter. Et je pense que je tiens grâce à lui. Parce que c'est un ami. C'est un ami. Je sais pas comment je ferais, je sais pas. C'est un ami. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout où j'en serais à ce ci. Mais vous n'avez qu'un seul ami? Oui. Mon père est décédé il y a 3 ans parce que bon, il avait des problèmes avec l'alcool, et puis il est décédé d'un cancer du foie. Et ma mère, malheureusement que tu peux pas du tout compter sur elle, quoi. Du tout, parce que bon, c'est malgré elle, parce que bon, on va dire que c'est, je sais pas si le terme est bien employé, mais c'est une pauvre personne. C'est vraiment une pauvre personne, quoi. Donc, vous voulez dire qu'elle n'est pas accessible, elle ne peut pas comprendre ce que vous vivez. Une allocation, que j'ai des problèmes et tout, mais elle, du moment où je marche, je bois et je mange et je dors, pour elle tout va bien. Oui, je suis pas malade. Elle est à des années-lumière de vos souffrances et de la compréhension, de l'appréhension psychologique de votre souffrance. Alors on nous pose non, même tu dis comme ça que tu vas voir ta psychiatre, et elle sait pas ce que c'est qu'une psychiatre, elle sait pas des choses tout élémentaires, vraiment élémentaires, qu'elle sait pas et qu'elle comprend pas. Donc bon. Ça, j'en parle des fois avec ma sœur, mais bon, de toute façon, elle me dit que c'est comme ça. Et votre sœur, justement? Comment? Et votre sœur, quelles sont les relations que vous avez avec votre sœur? Ça se passe plutôt bien? Bon, elle est plus vieille que moi, elle est loin d'être sotte, mais c'est pareil, quoi. Je pense qu'elle est un petit peu détournée par mon oncle et ma tante. Et jamais elle m'appelle. Jamais, pourtant, elle sait bien que j'ai quelques difficultés. Mais c'est vrai que si moi je l'appelle pas, elle m'appelle pas. Donc du fait, je ne l'appelle pas. J'attends qu'elle m'appelle, parce que c'est pas normal que ce soit toujours moi qui soit obligée de l'appeler. Ça lui fait peur, ce que vous vivez, et votre phobie ou votre TOC lui fait peur? En fait, j'ai jamais prononcé le mot TOC, ou je leur ai juste dit que c'était une maladie psychologique, tout simplement. Oui, donc ça fait peur, parce qu'elle pense que ça. Je suis pas rentrée quand on parle de maladie psychologique, j'ai peur du jugement, justement, de la famille. Oui. Nadine, vous avez envie de vous en sortir? Oui, alors mais de moi-même, j'ai essayé de trouver quelque chose qui n'irrite pas les TOC, bien sûr, mais quelque chose qui pourrait apaiser un petit peu cette angoisse, parce que je suis vraiment vraiment la vraie boule à la gorge et à la poitrine, enfin. Et bon, j'ai essayé de trouver quelque chose pour naturel par les plantes pour m'apaiser, et j'ai trouvé les fleurs de Bach. Alors j'en ai pris au mois de mars. C'est un spray. Et je pense que ça a dû me faire du bien, parce que toujours un peu angoissée, mais peut-être un peu moins, puis un comportement qui changeait un petit peu quand même, parce que j'ai pu quand même débarrasser mes sacs. Parce qu'il faudrait quand même que vous soyez accompagné par un bon psychologue avec qui vous puissiez... Oui, mais enfin bon, je pense que c'est ça le problème, quoi. Moi, de toute façon, la psychiatre, chaque fois que je monte à voir l'hôpital... Non, pas la psychiatre. Je vraiment, parle pas de... c'est pour rien du tout. Oui. Je parle ça pas me fait colère qu'elle me fasse monter à l'hôpital en sachant qu'elle prend beaucoup les voitures et l'hôpital, le parking et tout, c'est vraiment infernal.
pour ce qu'elle me dit, quoi. Vraiment. Non, mais le psychiatre, c'est elle autre chose. Elle m'apporte rien du tout et franchement, c'est pas la peine. C'est même pas la peine. Le psychiatre va vous prescrire des médicaments souvent. Il peut vous accompagner aussi et discuter évidemment avec vous, mais peut-être un psychologue plutôt spécialisé. Alors, vous avez quand même pas mal de choses. Alors, je vais vous dire, à la fois, vous avez pas mal de messages qui nous dit, alors Olivier le patrouilleur nous dit, de quoi a-t-elle peur? Des maladies, des bactéries, ou est-ce juste un prétexte pour se protéger des autres? Non, c'est rien de tout ça en fait. Bon. C'est... Je sais pas. Quelqu'un d'autre nous dit qu'il faut soigner peut-être son passé. C'est pour être comme tout le monde en fait. Et être fier de moi et de ce que je fais. Enfin. Vous n'avez pas peur des autres. Vous n'avez pas peur des autres. Les gens, quand on pense de talk sur l'hygiène, ils pensent que tu as peur des maladies, des bactéries, mais ça, non. C'est pas parce que j'emploie en quantité énorme de Sanitol ou de Javel que j'ai peur forcément des. Mais les bactéries, oui, mais les bactéries dans la mesure où il y aurait un problème d'hygiène, quoi, tout simplement. Mais c'est pas pour moi que je sois malade ou que j'attrape une maladie. Non, c'est pas pour ça. Bon, on nous dit les autres. Enfin, je sais pas. Oui, en quelque sorte, dans la mesure où je veux. Vous n'avez pas envie qu'on entre. Vous n'avez pas envie qu'on entre chez vous, apparemment. Non. Voilà, donc c'est une sorte de peur des autres aussi un peu. Chez vous, c'est une intimité, c'est une part de votre intimité, c'est le sacro-saint de là où vous êtes, vous vivez, vous évoluez, c'est là où vous vous sentez en sécurité. Et vous vous sentez pas en sécurité si quelqu'un entre chez vous. Disons que chez moi, je suis bien et je suis pas bien. Parce que des fois, quand je suis à l'extérieur, qu'il n'y a pas de voiture ou que je suis au bord de l'eau et tout, mais finalement, je me sens mieux que chez moi parce qu'au moins, je me dis que j'ai pas à avoir peur de quoi que ce soit, que j'ai pas à m'occuper de quoi que ce soit. Enfin, mais il faut vraiment que je trouve des endroits assez, des endroits qui me conviennent. Alors, on nous parle aussi, on nous dit que vous pourriez peut-être faire des séances d'hypnose pour votre bien, et que c'est important d'être accompagné par un bon psychologue. On ne parle pas de psychiatre, mais d'un bon psychologue. Donc l'hypnose. Alors vous savez qu'il y a plusieurs. Il y a une association peut-être que vous connaissez, l'Association française des personnes souffrant de troubles obsessionnels et compulsifs. Cette association. Non, alors je ne la connaissais pas du tout, mais c'est ce que je reproche à la psychiatre et à l'infirmière qui me suivent, c'est qu'elles me disent rien de tout ça. Alors, ni des traitements par homéopathie, ni d'association, ni de... Non, mais elles me disent rien du tout. Moi, je ne sais pas à quoi ça sert, je n'en sais rien. Alors, vous pourriez vous renseigner auprès de cette association française des personnes souffrant de troubles obsessionnels parce que vous pourriez discuter et avoir des échanges avec des personnes qui rencontrent exactement les mêmes TOC ou des TOC assez proches et vous pourriez déjà échanger ensemble et ça c'est important que vous puissiez le faire et puis vous puissiez vous tenir informé de toutes les nouvelles thérapies qui sont recommandées par cette association. Vous avez également l'association de thérapie comportementale, ça c'est aussi important, vous pourriez vous rapprocher de cette association. Et puis vous avez un livre, Christophe André qui a beaucoup travaillé sur les TOC, est un psychiatre très connu et qui a écrit de nombreux livres. Il a écrit un livre qui s'appelle Petite angoisse et grosse phobie aux éditions du Seuil, où il traite justement de ces TOC liés à l'hygiène, liés également aux proches qui ont du mal à entrer ou en tout cas à accompagner ceux qui souffrent de cette véritable maladie. Lui d'ailleurs reconnaît que c'est une véritable maladie. Et donc c'est plutôt pas mal que vous puissiez vous procurer ce livre. Il faut à un moment donné que vous preniez en charge quand même. Vous êtes très jeune, Nadine. Vous pouvez pas rester isolé. Vous avez qu'un seul ami. Vous ne travaillez pas pour les raisons que vous nous avez indiquées. Votre famille, votre maman, évidemment, vous nous avez expliqué les raisons, mais ne semble pas très accessible à votre souffrance et c'est pas un manque d'amour, c'est juste qu'elle est très éloignée de non, cela. Voilà, non, faut pas le vouloir. Oui, j'ai bien compris. Votre sœur, elle, vous savez, les proches sont très mal à l'aise avec ces maladies qui sont quand même du domaine de l'ordre psychologique. Vous avez pu vous identifier les raisons liées à votre parcours scolaire et au fait qu'on vous traitait de gens sales parce que vous veniez du milieu agricole et que vous l'avez vécu très mal et ça a dégénéré chez
chez vous ce TOC. Donc vous savez comment, vous savez d'où ça vient, et aujourd'hui je pense qu'il faut vraiment que vous puissiez vous en sortir par vous. Alors vous avez ces associations, vous avez encore une fois des psychologues qui sont spécialisés dans ces troubles, et vous devez vraiment trouver le bon psychologue qui doit vous accompagner, parce qu'il faut vraiment vous en sortir. Et voilà, alors Olivier le patrouilleur qui est très actif ce soir nous dit est-ce que vous ne seriez pas fermé à toute solution pour guérir? Ben non. Il vous provoque un peu, Olivier le patrouilleur, bon, mais c'est bien aussi. En fait, c'est plutôt moi qui proposerais des solutions à l'infirmière, mais l'infirmière, je pense que c'est eux qui sont fermés. Parce que moi je vais parler d'un groupe de parole. Ben ça vous les avez avec les associations. Quelque part me libérer et pas être jugé. Elle me dit que non, il n'y a pas de groupe de parole, il n'y a pas d'association pour ça. Enfin, elle m'a dit que c'était pour les personnes alcooliques, les drogués, tout ça, mais pas pour ça. Alors bon, mais si elle te le dit, tu lui fais confiance. Après, en même temps, vous voyez peu de gens aussi. Le problème, c'est que vous voyez peu de gens, et c'est important. C'est vrai qu'ils t'apportent rien, ces gens-là, mais rien du tout. Mais vous voyez peu de gens, et vous voyez des gens un peu dans le corps médical qui viennent vous voir, mais qui n'ont pas forcément la formation pour vous accompagner dans vos souffrances. Ils sont pas. Parce que l'autre jour, l'infirmière, j'ai poussé un petit peu les questions. J'ai approfondi un petit peu, je lui ai posé des questions, je lui ai dit mais pourquoi parce qu'on serait été maltraité ou qu'on aurait eu des problèmes comme ça et comme ça, on tombe dans les problèmes d'hygiène, tout ça. Mais elle n'a pas su répondre. Elle m'a simplement dit que c'était pour se rassurer. Mais moi, je ne suis pas entièrement d'accord, parce que je pense que tout ce qu'on fait, c'est pas fait pour nous rassurer. Alors, il faut à un moment donné que vous soyez aussi un peu à l'écoute des bonnes personnes. Alors, c'est ce que nous disent aussi un peu les auditeurs qui vous écoutent. Alors, Jeanne, la pianiste, nous dit on sent chez vous une forte angoisse qui doit pouvoir être apprivoisée au travers une psychanalyse. Vous pourrez peut-être diminuer votre état de stress si vous aviez la bonne personne à qui parler. Didou de Paris nous dit est-ce que votre auditrice n'aurait pas peur de l'autre? Est-ce que sa maladie lui permet d'éloigner l'autre? Voilà. Et bon, je pense que l'autre, c'est les agressions que vous aviez subies peut-être dans votre enfance, ces agressions des autres. Oui, mais bon, quelque part, quand je me protège un peu des autres, peut-être, oui. D'abord, moi, j'ai peur du regard des gens. J'ai peur que les gens, de la manière dont... oui, mais c'est normal avec ce que vous avez vécu. J'ai peur des gens, le jugement qu'ils peuvent porter sur moi. C'est le regard des autres qui vous a détruit. C'est le regard des autres. Qui pensent vraiment des choses... Vous parlez de vos origines, de vos parents agriculteurs et autres, ou vous êtes mal à l'aise avec ça? Oui, parce qu'en fait... L'autre jour, j'ai été au restaurant et j'entendais les serveuses qui parlaient de monsieur qui arrivait avec une bétaillère. Je sais ce que c'est qu'une bétaillère. Alors, du coup, le monsieur, il est rentré, il a été se laver les mains, il a été aux toilettes, et moi, je voulais y aller à la fin du repas pour me laver les mains, pareil. Et du coup, j'y suis pas allée. Parce que je voulais pas passer derrière lui, parce que vraiment, c'est pas la peine de se laver les mains derrière un marchand de bétail, et c'est pas du tout la peine. Donc j'ai préféré partir, et puis je lui ai même dit qu'elle m'ouvre la porte pour que je puisse sortir, parce que je voulais pas toucher la poignée derrière eux. Oui, donc il y a un vrai problème quand même. Il y a un vrai problème. Oui, mais il y a un vrai problème avec votre enfance et ce que vous avez subi, et du milieu dans lequel vous avez, du milieu rural dans lequel vous avez évolué. Je pense qu'il y a un vrai travail à accomplir pour sortir de cela, pour sortir de ce trouble obsessionnel. Donc, et je pense que les associations dont je vous ai donné les noms peuvent vraiment vous aider, parce que vous allez avoir affaire à des professionnels et même à des thérapeutes professionnels. C'est important, c'est ce que nous dit d'ailleurs Fleur de Sel, qui nous envoie un autre message pour vous. On nous dit qu'il faut vraiment que vous voyez le bon thérapeute qui vous accompagne. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que je suis à Aurillac, dans le Cantal, et je
me demande s'il y a vraiment des... Mais passez par cette association. Oui, mais passez... oui, enfin c'est intéressant. Moi, j'avais proposé à l'infirmière de voir un psychothérapeute. Et elle m'a dit que non, c'était à l'extérieur et que... Non, mais c'est pas l'infirmière. L'infirmière, elle est là pour... Et que je pourrais pas. Non, mais l'infirmière, elle est là... Elle a pris à 100%. Et en Nadine, plus, bon, j'ai la CMU et tout, et j'ai pas compris. Nadine. C'est là que je me dis que... Nadine, écoutez-moi, Nadine. Les affectations de longue durée, je pense que ça doit rapporter tellement d'argent qu'il faut pas que les personnes évoluent trop vite, je pense. Nadine, je pense que c'est pas à l'infirmière de vous dire ce que vous devez faire ou pas. L'infirmière, elle est là pour respecter une prescription qu'on a donnée. Elle peut parler avec vous, évidemment. Et il y a des infirmières qui sont tout à fait compétentes et qui peuvent... C'est une infirmière en psychiatrie, mais peut-être que c'est pas la bonne personne. Moi, je pense que il faut que vous puissiez voir ces associations que je vous ai données, l'Association française des personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, la FTC. La FTCC et ces associations vont vous diriger dans votre région vers les bonnes personnes. Et grâce aujourd'hui à l'Internet, vous pouvez dialoguer, vous pouvez vous ouvrir dans un forum de discussion. Vous avez des personnes qui souffrent exactement de la même... de même problème. Je crois qu'il y a un gros travail, c'est ce que nous dit d'ailleurs une autre auditrice, un gros travail à faire sur votre enfance. Il faut vraiment que vous parliez, que vous essayiez aussi de coucher sur papier. Ça, jamais on m'a vraiment tout ça proposé, en décrivant. Il faut que vous puissiez écrire. Oui, mais vous en parlez, vous arrivez à en parler. Même pas des fois de moi directement. Donc, Je pense qu'il faut vraiment que vous puissiez, Nadine, contacter cette association pour tomber sur les bons thérapeutes qui vont vous orienter et vous aider. Et puis pensez à ce livre que je vous ai dit, Petites angoisses et grosses phobies de Christophe André. D'accord ? D'accord. Mais pour l'association, là, est-ce que vous pourriez me l'envoyer par SMS ? Je vais voir le numéro de téléphone, en fait, pour que je puisse les contacter, parce que je ne sais pas après quoi, parce que moi j'ai pas internet et je sais pas comment. Vous n'avez pas l'internet ? Ah bon, c'est l'association française. Vous avez pris un stylo ? Vous avez noté l'association française des personnes souffrant de troubles obsessionnels et compulsifs. C'est la AFTCC. AFTCC. Je vais voir avec Quentin ou Corentin, voir comment on peut vous envoyer ces indications. On va les retrouver nous-mêmes sur internet et on va vous les adresser. D'accord, Nadine ? D'accord. On vous embrasse, Nadine. Ben moi aussi. Bon courage. Bonsoir. Merci. Bonsoir Sarah. Oui, bonsoir Roland. Vous aviez envie de nous parler ce soir. Je vous écoute Sarah. Oui, je voulais vous faire part de mon désarroi. Je vous avais parlé de ce qui m'était arrivé il y a quelques mois. J'avais subi une agression de ma voisine qui m'avait agressée physiquement, qui avait pénétré chez moi. Et donc, en fait, suite à ces faits, j'avais été convoquée pour une médiation avec des médiateurs. Et lors de cette médiation, j'ai refusé de voir ma voisine qui m'avait agressée parce que je n'étais pas en mesure psychologiquement d'affronter cette personne. J'ai été suivie par une psychologue parce que j'étais toujours dans la terreur de la rencontrer et de me trouver confrontée à cette personne. Suite à la médiation où j'ai relaté ce qui m'était arrivé, j'ai eu l'impression qu'en fait on ne tenait pas compte de la violence que j'avais subie. J'ai fait l'objet donc de constatation de mes blessures physiques et morales aux UMJ. Et à la suite de ça, on m'a dit que le procureur de la République m'informerait de la suite donnée à mon histoire. Au bout de 3 mois, je n'avais aucune réponse. Donc j'ai appelé le tribunal de grande instance pour savoir ce que devenait mon dossier. Et là, j'ai appris que mon dossier avait été classé. Donc j'ai demandé à la personne que j'ai eu au téléphone je voulais faire appel parce que je trouvais que c'était d'une injustice flagrante. Et cette personne m'a dit, vous allez m'envoyer un mail très gentiment parce qu'en fait les lettres, je ne sais pas où elles arrivent, mais elles n'arrivent pas sur un bureau qui fait l'objet d'un traitement. Donc j'ai envoyé par mail l'appel.
J'ai envoyé l'appel et au bout d'un mois, je n'avais pas de réponse. J'ai rappelé, puisqu'en fait, j'avais appris que mon dossier, au bout de 3 mois, avait été classé et je n'avais pas été informée. Donc, suite à mon appel, je n'avais toujours pas de réponse. J'ai recontacté la personne au bout du fil qui m'a dit « Je vais voir le procureur qui traite votre dossier ». Et je viens de recevoir, c'est pour la raison pour laquelle je vous appelle, je viens de recevoir une lettre qui m'a laissée pantoise. Parce qu'on me dit qu'en fait, que l'enquête n'a pas permis de déterminer qui était à l'origine des violences, qu'il y avait eu des violences réciproques, que j'avais refusé de me rendre aux UMJ et d'effectuer une confrontation. Or, toutes ces informations sont complètement erronées, car je me suis rendue aux UMJ, j'ai eu 8 jours d'ITT aux UMJ pour les violences physiques, j'ai eu 15 jours pour les violences psychologiques, je suis toujours suivie par une psychologue qui a fait même un mot pour la psychologue des UMJ. Et en fait, on me dit que le dossier est classé compte tenu des éléments qui ne permettent pas de déterminer la responsabilité. Oui. Vous avez du mal à comprendre. Alors c'est un peu le fonctionnement de la justice. Je vais vous expliquer, Sarah. Mais juste pour qu'on comprenne bien, pourquoi vous avez, quelle était l'origine de cette agression? Pourquoi votre voisine vous a-t-elle agressé? Vous viviez c'est votre voisine immédiate sur le même palier? Oui, c'est la voisine de palier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est sur le même palier avec vous depuis combien de temps? Ça fait des années, ça fait plus de 20 ans qu'avant je lui adressais la parole et nous avons je l'acceptais sans que ce soit une amie parce qu'elle s'introduisait chez moi, elle s'est vraiment immiscée chez moi et j'ai accepté malencontreusement de partir passer quelques jours en vacances avec elle et là je me suis aperçue que c'était une personne qui était complètement déséquilibrée. D'accord. Et à mon retour elle m'injuriait, elle me maltraitait et donc là j'ai rompu tout contact avec elle et je pense que ça fait 8 ans ça fait 8 ans que d'accord, c'est ce qui a généré cette violence. C'est ce qui a généré chez elle cette violence à mon égard. D'accord, et ces faits de violence ont eu lieu qu'une seule fois ou ont eu lieu régulièrement? En fait, elle me harcelait verbalement à chaque fois que je la rencontrais. J'ai toujours depuis 8 ans essayé de l'éviter. Mais cette fois-ci, en fait, elle m'a encore la dernière quand cela s'est produit. Elle m'a encore harcelée verbalement quand je suis passée dans la cour, puisque nous avons une cour commune. Et à ce moment-là, je suis revenue chez moi et je l'ai entendue rentrer chez elle. Et là, j'ai fait l'erreur d'ouvrir la porte en lui disant que je n'en pouvais plus, qu'elle arrête de me harceler. Et là, elle a ouvert, elle a poussé la porte, elle a pénétré chez moi. En me poussant violemment contre le mur et elle a commencé à me taper et elle a commencé à casser des choses chez moi. D'accord, évidemment il n'y avait pas de témoin, il y a juste ce certificat des urgences médicales. Il y a eu une personne, ma voisine d'en dessous, qui a témoigné parce qu'en fait elle a entendu des cris. Des cris, j'ai hurlé, j'ai appelé au secours parce que elle m'a prise à la gorge. Elle n'a pas vu, mais elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu ce qui s'est passé, par contre elle me dit qu'elle a été convoquée, qu'elle a témoigné en disant qu'elle croyait qu'il y avait des cambrioleurs qui étaient rentrés chez moi et qui me violentaient parce qu'elle me tapait contre les murs. Et elle a entendu les bruits. Et en fait, je n'ai jamais pénétré chez elle. Je n'ai pas exercé de violence à son encontre. Je comprends bien, elle a quand même passé une nuit de garde à vue. Oui. Et donc, c'est pas pour rien. Et la question que je voulais vous poser, Roland, c'est est-ce que j'ai la possibilité de retourner au commissariat de police qui a constaté les faits, qui a vu les débris chez moi, puisqu'elle a tout cassé chez moi, et qui m'a dit, au bout de 24 heures de garde à vue, qu'elle avait reconnu qu'elle m'avait agressée. Et en fait, elle est rentrée chez elle, quand elle est sortie de chez moi, quand elle a entendu que la police arrivait, elle a cassé les choses chez elle pour me faire endosser cette violence. Compris. Pour créer une autre mise en scène. Voilà. Juste une chose, Sarah, vous avez, depuis cette agression, depuis la plainte que vous avez déposée, depuis sa garde à vue, quel est son comportement ?
Alors en fait, écoutez, je vis terrée chez moi. Je fais attention au bruit parce qu'elle tape la porte très fort quand elle rentre ou qu'elle sort. Donc en fait, je ne la vois plus. Je l'ai rencontrée 2 fois et là, je me suis enfuie, je me suis cachée pour ne pas être en contact avec elle parce qu'elle a encore une fois, malheureusement, quand je suis sortie de la porte de cochère de chez moi, elle m'a dit mais elle a fait tomber un bracelet chez moi en me tapant. Ce bracelet était tombé, je voulais le donner à la police et la police m'a dit non, vous le gardez, et je ne lui ai pas rendu, et je lui ai dit à ce moment-là, je rendrai le bracelet quand tu m'auras remboursé tout ce que tu as détruit chez moi. Votre assurance ne vous a pas indemnisé de ce qui s'est passé? Écoutez, j'attendais de savoir quel serait le compte sort, rendu de la police. La police. Alors, je vais vous dire ce que je dois faire. Je vais vous dire ce que vous pourriez faire en tout cas. Mais je voulais juste dernier point. Cette femme, cette voisine, si elle a eu ce comportement avec vous, à la fois de violence, qui est inacceptable. J'imagine qu'elle l'a déjà eu dans son entourage. Je ne peux pas vous dire parce que je ne la fréquente pas. Je ne peux pas dire que je la fréquente. Mais vous connaissiez un peu de sa vie. Vous êtes parti en vacances avec elle. C'est une femme qui est très seule, qui ne travaille plus parce qu'elle est. Vous pensez qu'elle a un certain déséquilibre? C'est une personne qui est alcoolique. D'accord, donc elle a un certain déséquilibre malheureusement et qui peut-être donc je pense que ce comportement qu'elle a eu avec vous, elle a dû l'avoir avec d'autres, ce qui veut dire qu'elle a déjà eu peut-être ce qu'on appelle des antécédents, non pas forcément judiciaires, mais au moins des antécédents de police. Alors, il faut savoir que dans votre cas, un classement, vous avez fait ce qu'il fallait faire au départ, c'est-à-dire que vous avez porté plainte et ensuite vous avez, lorsque ce classement est intervenu et que vous n'étiez pas d'accord, vous avez demandé au procureur de la cour d'appel de réexaminer votre affaire. Oui. Finalement, vous avez reçu une lettre et il a pris la même position que le premier procureur qui avait indiqué qu'en fait il n'avait pas suffisamment d'éléments pour justifier une poursuite. Si maintenant vous avez des éléments, c'est-à-dire vous avez le dossier qui établit à la fois le témoignage de cette voisine qui semble corroborer le fait que vous avez fait l'objet d'une agression. Si généralement on fait une enquête de voisinage, elle est restée en garde à vue, donc j'imagine qu'il y a eu une enquête de voisinage qui a dû être faite et qui a dû corroborer le fait que cette personne n'avait pas toujours un comportement à la fois très éduqué et qui peut parfois être violent. Donc ça, c'est un deuxième point. Vous avez les urgences médicales qui établissent vos coups et les blessures que vous avez eues. Tout cela peut justifier 2 choses. Soit vous faites ce qu'on appelle une citation directe, mais là il faut prendre un avocat, c'est-à-dire que vous pouvez très bien déférer, en tout cas citer votre voisine devant le tribunal correctionnel. Oui. Vous avez des coups et blessures, vous m'avez dit une incapacité de 8 jours ou de plus de 8 jours? Oui. Bon, donc vous pourriez être devant le tribunal correctionnel et là, mais il faut prendre un avocat, c'est une citation directe. Le procureur, on lui demandera de prendre position ce jour-là, mais il n'y a pas que le procureur qui prendra position. Il y aura un tribunal, 3 juges qui vont avoir accès aux éléments de ce dossier et à ce que vous racontez. Et à partir de là, le tribunal rendra une décision au vu des éléments de ce que vous pourrez vous exprimer. C'est important que vous puissiez, parce que là vous ne l'affrontez pas, vous ne l'avez pas affronté, vous avez peur, vous n'avez pas été à cette médiation. Je vis dans la peur. Vous vivez dans cette peur et c'est important pour vous. Et je fais des cauchemars. C'est important pour vous. Et depuis 3 mois, je ne reste plus chez moi, je ne peux plus rester chez moi. Et en fait, aux UMJ, ce qui est dramatique, Roland, c'est que aussi bien la police que le médecin des UMJ m'a dit, madame, la seule solution qui vous reste maintenant, c'est de partir de chez vous, de déménager. Oui, mais ça c'est pas, vous pouvez pas vous sentir victime et vouloir déménager. Je suis victime et il faut que je déménage. Même si le bon sens, et je pense que vous étiez déjà ouvert auprès de Caroline, parce que moi cette histoire me dit quelque chose auprès de moi. C'est auprès de vous. Auprès de moi, voilà, cette histoire me dit quelque chose. Donc effectivement auprès de moi. Et c'est vrai que le bon sens viendrait vous commander de partir et puis en même temps, on se dit que vous êtes victime et que c'est quand même, c'est pas normal que vous puissiez partir, mais en même temps, il faut que vous puissiez penser à votre mieux, au-delà du mieux légal, du mieux juridique, de la justice. Il y a votre mieux à vous. Vous pouvez pas vivre comme ça, terré chez vous, et alors.
il y a deux choses. Je n'en peux plus, là, je vois une fille qui m'aide énormément. Mais Sarah, je pense que est-ce que vous en avez les moyens? Est-ce que vous pouvez prendre un avocat, Sarah? Oui, je peux prendre un avocat. J'ai une protection juridique et j'avais fait appel pour leur demander s'ils pouvaient m'assister, mais j'attendais d'avoir une décision, vous voyez. Oui, alors non, mais cette décision que vous avez vous permet justement de saisir aujourd'hui, parce qu'il y a deux choses. Soit c'est une plainte avec constitution de partie civile, mais c'est assez long. Ça veut dire que c'est un juge d'instruction qui est désigné et qui va instruire à charge et à décharge, comme on dit, c'est-à-dire qui va désigner un expert psychiatrique pour elle, un expert psychiatrique pour vous, qui va faire des auditions de l'un et de l'autre, qui va peut-être faire une audition de témoin aussi. Bon, tout ça prend du temps. Maintenant, la citation directe, elle a le mérite avec les éléments que vous avez, parce que vous n'en aurez pas plus après. Avec les éléments que vous avez, ça permet à un tribunal. C'est important, une fois pour toutes, que vous puissiez l'affronter. Vous ne l'avez pas affronté à la médiation. Non. Vous ne l'affrontez pas dans votre immeuble. Avec votre avocat, vous allez vous sentir entre guillemets un peu protégé, même si les choses peuvent se compliquer. Il faut quand même qu'elle sente que les taux de la justice, qu'elle peut pas faire n'importe quoi, qu'elle peut pas impunément se rendre chez vous frapper et puis s'en sortir comme ça. Il faut quand même qu'elle comprenne, quelles que soient ses difficultés à elle, ses problèmes qu'elle rencontre, quels qu'ils soient, il faut quand même que vous puissiez vous être reconnu en tant que victime. Donc c'est important. C'est important que vous puissiez peut-être la faire citer devant le tribunal. Après, vous prendrez votre décision en fonction de la décision qui va être rendue. Vous partez, vous restez, parce que au besoin même lorsqu'on vous reconnaîtra et qu'effectivement comme avoir été agressé, même si elle écope d'une amende et d'argent, elle sera toujours là. Donc de toute façon vous vivrez, mais elle sait qu'elle va se tenir peut-être un peu à carreau. Peut-être qu'elle se dira la justice lui a donné raison, j'ai été reconnu comme agresseur. Je ne sais pas si elle a un temps soit un peu de jugeote, ça peut faire tilt dans sa tête. Elle s'enfaronne, vous savez. Oui, mais là elle s'enfaronne, elle se dit que la justice n'a finalement pas été suffisamment, n'a pas été au bout des choses. Elle doit avoir des appuis parce qu'elle a été dans une autre vie, si je puis dire, parce que ça fait des années qu'elle ne travaille plus. Elle a été avocate et elle pense que tout est permis pour elle et elle a même la prétention de devenir présidente du conseil syndical. Je ne vais même plus aux réunions de copropriété. Oui, donc ça veut dire qu'elle a quand même toute sa tête et ça veut dire quand même qu'elle a... mais elle fait ça de façon intentionnelle et de... Oui, donc ça veut dire qu'il faut... Je voulais juste vous ajouter une chose, c'est qu'elle est tellement dans le déni, c'est qu'elle a dit un jour à la gardienne, mais qu'est-ce que j'ai cassé chez elle? Elle ne sait même pas ce qu'elle a fait. Elle était dans un état... Donc, elle ne peut pas se rendre compte du mal qu'elle m'a fait. Moi, je pense que vous avez refusé, parce que le solitaire nous dit, vous avez refusé la médiation, mais vous nous avez expliqué pourquoi vous avez refusé la médiation, et on peut le comprendre. Vous n'aviez pas envie de vous retrouver face à elle. Vous en avez visiblement encore peur. Donc, c'est important que la justice, aujourd'hui, s'interpose entre vous. J'ai ressenti ça comme une nouvelle agression, pas comme une agression, comme un viol. Elle m'a violée physiquement, elle a violé mon domicile. Et ça, vous voyez, je demande juste qu'on me rende justice sur ce point. Je demande rien d'autre. Je m'en irai parce que je crois que je n'ai pas le choix. Je vais le faire. Avant de partir, Pascal, c'est bien parce que c'est vous avez du bon sens et vous avez raison, parce que de toute façon, elle va pas déménager elle et que vous devez vous simplifier la vie vous aujourd'hui, parce qu'il faudrait pas qu'en plus. Il faut que je continue à vivre. Oui, il faut que vous continuiez à vivre. Mais soit vous partez puis on n'en parle plus, soit avant de partir, vous avez vous avez vraiment envie. Vous avez vraiment envie que au moins que la justice puisse être rendue et qu'elle puisse, parce qu'elle va recommencer peut-être auprès de quelqu'un d'autre. Enfin, moi, je pense que quelqu'un qui a eu ce comportement avec vous a dû l'avoir avec d'autres. La voisine qui m'a protégée, qui a appelé la police, a peur et elle veut partir aussi. Voilà, vous voyez, donc ça veut dire que c'est pas normal. Alors Olivier le patrouilleur nous dit c'est injuste, mais il vaut mieux lâcher prise et partir. Mais moi je pense que avant de partir, peut-être que ce serait bien que vous puissiez prendre un avocat. En fait, mais prenez un avocat, demandez. Il va se procurer le dossier auprès du commissariat où vous aviez déposé plainte au départ, ou peut-être où la garde à vue, on aura tout le déroulement de la garde à vue. N'hésitez pas à
déposer plainte. N'hésitez pas à avancer sur ce terrain. Cherchez évidemment un autre appartement si c'est possible pour vous. Mais avant de partir, parce que vous allez partir avec une humiliation. Si vous faites pas ça, vous allez vous dire elle a gagné sur tous les terrains. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'elle a été invincible, elle a fait ce qu'elle voulait, elle m'a frappé, elle m'a violé d'une certaine manière parce qu'elle est rentrée chez moi. Et puis elle reste et puis c'est moi qui m'en vais. Donc c'est quelque chose. Oui. C'est quelque chose. Et tout le monde me dit mais pourquoi tu baisses la tête, pourquoi tu as peur, pourquoi tu te caches? Mais c'est plus fort que moi, vous voyez, physiquement. Quand je la vois, je me mets à trembler. Et quand je vais voir la psy, je me mets à pleurer parce que je me remémore la scène et j'ai tellement eu peur d'être tuée parce que j'ai cru qu'elle allait me tuer que cette scène ne pourra jamais s'effacer de ma mémoire. Voilà. Pascal a vécu la même chose, semble-t-il. Elle dit qu'elle a elle-même subi la même chose qui lui est arrivée. Elle a été agressée par une voisine qui a été convoquée à la police avec nous. Et avec tous les voisins, il y avait 30 personnes. Et bien, malgré ça, elle a continué devant les personnes à la frapper, à l'insulter. La personne a été condamnée, donc l'agresseur a été condamné, mais rien n'a changé. Et elle dit qu'elle est donc partie. Et elle dit que le mot viol est vraiment le mot employé. Oui, c'est le mot que je ressens. Alors, Joël Ramon nous dit, bon, ça c'est pour détendre un peu l'atmosphère, il vous dit, invitez-moi chez vous et vous allez voir, cette personne ne vous embêtera plus. Voilà. Chiche, Joël, chiche. On va vous inviter, on va voir ce que ça va donner. Pourtant, et vous nous appellerez en direct. Je suis une personne bonne, bienveillante et très paisible. Et malgré ça, vous voyez, c'est ça qui est très difficile. C'est que j'ai toujours fait du bien, je fais du bénévolat et j'essaie d'aider les uns et les autres et c'est moi qui me retrouve acculée à ce rôle de victime. Oui, non, mais je ressens ça comme une injustice profonde. Non, mais c'est une injustice. En même temps, ce sont des choses qui sont qui se déroulent dans une voilà, on va dire dans une intimité relative, c'est-à-dire dans un immeuble, sur un palier entre deux personnes. Il n'y a qu'une seule personne sur le palier, malheureusement. Oui, deux personnes. Donc c'est vrai que souvent la justice des fois se dit que en intervenant. En rendant une décision de justice au profit de l'un, au détriment de l'autre, enfin comme on veut. Des fois, elle attise encore une fois le malaise, la violence, parce que ce sont des personnes qui sont encore appelées à vivre ensemble. Et souvent, c'est comme on dit les médiateurs. Et souvent, la justice se dit peut-être si on n'intervient pas. Le mal est moindre que si on intervient. C'est pas tant que la justice doit être rendue, c'est qu'on l'adapte parfois. On l'adapte à la situation et on se dit que comme vous êtes appelés à vivre encore ensemble et qu'il n'y a pas de raison que vous déménagiez vous et que l'autre visiblement ne le fera pas, puisque c'est ce cas. Non, elle ne le fera pas. À partir de là, voilà, il est possible que la justice se défausse un peu et le procureur se dise bon allez, on va pas les convoquer devant le tribunal parce que ça va ne faire qu'attiser les choses et ça peut encore une fois réveiller d'autres violences. Voilà. C'est peut-être pas la solution, c'est peut-être pas la solution, mais c'est juste pour que vous compreniez pourquoi parfois le procureur hésite à poursuivre. Mais si vous en avez besoin aujourd'hui, même si vous partez, si vous en avez besoin parce que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter. Non, je n'arrive pas à aller, voyez, avancer dans ma vie et à retrouver l'apaisement parce que j'ai besoin de m'apaiser. Et voyez, depuis le mois de décembre que c'est intervenu, je suis partie constamment de chez moi, chez des amis. Je suis comme une SDF, je suis en errance. Et pourtant, je suis quelqu'un de très équilibré. Et là, je pense que je peux plus continuer. Il faut que je trouve une solution. Et j'ai pris ma décision. Vous voyez, c'est pour ça que je vous appelle, pour savoir ce que je peux faire déjà. Moi, je pense que, voilà, juridiquement, je pense que vous pouvez faire cette citation directe avec l'aide d'un avocat qui va avoir accès au dossier, qui va utilement vous conseiller, qui va vous dire, oui, il y a des éléments sérieux et on peut aller devant le tribunal correctionnel et poursuivre. Et là, c'est déjà bien. Peut-être retrouver effectivement un appartement entre-temps, parce que même si vous allez habiter ailleurs, au moins elle sera convoquée devant le tribunal et ça va vous soulager et vous devrez cette fois-ci l'affronter et vous le ferez et elle vous retrouvera pas ensuite parce que
vous ne vivez plus sur le même palier qu'elle. Si c'est alors Joey Ramone insiste, il dit qu'il est, oui, c'est vrai moi j'avais oublié, mais il est agent cynophile, il est agent de sécurité, Joey. Donc il dit chiche, il faudra aussi inviter mon toutou. Et il laisse son portable, figurez-vous. Donc, vous voyez, c'est très gentil. J'ai besoin d'un garde bodyguard. Bodyguard, écoutez, on en rigole un petit peu, mais vous voyez, il faut au moins sourire. Donc, on se résume. Vous voyez un avocat, vous faites une citation éventuellement directe. Vous cherchez cette fois-ci un appartement parce que vous n'allez plus vivre dans le tapis chez vous, parce que là, c'est la double peine quand même. Vous prenez des coups et c'est en plus vous qui sortez pas. Donc, c'est la double peine. Il faut peut-être sortir de cela aussi. D'accord ? Et on nous dit qu'il y a un livre intéressant qui s'appelle Votre corps a une mémoire de Myriam Brousse. Votre corps a une mémoire de Myriam Brousse. Et ça, c'est pour évacuer l'agression dont vous avez été l'objet. Myriam Brousse. B-R-O-U-2-S-E. J'espère que ça a bien été écrit. Voilà, B-R-O-U-2-S-E. Ah oui, je lirai ce livre avec intérêt. Voilà. Et puis Pascal nous dit, ma voisine me faisait, toujours la même Pascal qui nous disait, ma voisine me faisait du mal en tapant, insultant quand mon mari était au travail et quand je revenais de l'école des enfants. C'était horrible. Beaucoup de courage. On vous embrasse, Nadine. Sarah, pardon. Merci Roland. On vous embrasse. Merci aux auditeurs. Et puis bon courage et allez voir vraiment cet avocat qui va vous permettre de savoir si vous avez des chances. J'ai besoin de ça. Oui, je pense que c'est bien. Et donnez-nous des nouvelles. Voilà, et Joey Ramone nous remercie. Et j'ai son téléphone, on vous le donnera quand même. On vous appellera pour vous le donner. On ne sait jamais. D'accord. Merci. Je vous embrasse, Sarah. Bonsoir. Au revoir. Voilà, cette libre antenne s'achève. Demain, vous retrouverez Caroline Dublanche à partir de 22h30. Et vous retrouverez ce week-end, évidemment, Sophie Peters. Quant à moi, je vous dis bonsoir, je vous embrasse tous. Je remercie vraiment tous les auditeurs de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Et vous retrouvez, alors je ne sais plus, Carnet du Monde, voilà, avec Sophie Larmoyer. Magnifique émission. Bonsoir et bonne nuit.